José Bové, bonjour, et merci de vous recevoir chez vous, ici, à Montredon. Vous n'avez pu finalement être des nôtres pour cet éco-dialogue sur la thématique « Quelle agriculture pour demain ?» Pouvez-vous nous en expliquer la raison? Écoute, c'est très simple. À l'heure qu'il est, pendant que vous êtes en train de débattre, que vous êtes au Vigan, je suis à plus de 800 km de distance, je suis à Notre-Dame-des-Landes pour une grande journée de mobilisation contre l'aéroport pour réoccuper la zone qui doit être détruite par l'entreprise Vinci pour créer un aéroport. Et c'est vrai que c'était très difficile de ne pas être là parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu essentiel sur l'aménagement du territoire pour l'écologie et pour l'agriculture. Ce sont plus de 1500 hectares qui vont être détruits pour faire cet aéroport. 98% de ce territoire, ce sont des zones humides, et donc un territoire très particulier. Une agriculture paysanne qui est là depuis très longtemps et qui est basée sur l'élevage, sur les prairies permanentes, vraiment une agriculture à 30 km de Nantes et qui crée véritablement un poumon vert à côté de l'agglomération. Donc ce projet, pour nous tous, c'est un projet qui est aberrant, écologiquement parlant, qui est aujourd'hui financièrement un gaspillage extraordinaire, c'est en milliards d'euros que ça se compte, et c'est la destruction d'un environnement, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de possibilité d'aménager une autre zone protégée à côté de cet aéroport, ce que prévoit théoriquement la législation sur l'eau, donc dans le cadre d'un projet sur des zones humides. Donc c'est un projet aujourd'hui contre lequel de plus en plus de citoyens se mobilisent, et donc aujourd'hui le 17, c'est une grande journée de mobilisation nationale parce que je suis persuadé que nous arriverons à faire céder le gouvernement sur ce projet. Donc on le voit bien, c'est la thématique, on est en plein dans la thématique des éco-dialogues, et on voit effectivement le lien entre cette agriculture, cette nouvelle agriculture que nous souhaitons voir émerger, et ce combat contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Par ailleurs, donc, nous rentrons aujourd'hui dans la dernière ligne droite des négociations sur la réforme de la politique agricole commune, qui prendra effet donc à partir de janvier 2014. Existe-t-il des points positifs dans les propositions mises en débat? Lesquels, d'après vous? Alors, quand les propositions de la Commission européenne ont été formulées, c'était au mois de novembre 2011. Donc le commissaire européen à l'agriculture, qui est un Roumain, qui s'appelle Dacian Ciolos, qu'on est un certain nombre à bien connaître, puisqu'on a travaillé avec lui avant qu'il soit commissaire à l'intérieur de mouvements, d'associations. Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance importante de la réalité de ce qu'est l'agriculture. Donc on ne va pas refaire la critique du modèle productiviste qu'on connaît tous aujourd'hui, ses conséquences à la fois en termes social, économiques, environnementales. Donc tout cela on le connaît, et puis aussi par rapport aux pays du Sud. Donc c'est quelque chose qui est connu. Le commissaire avait fait un certain nombre de propositions pour réorienter globalement le grand paquebot de la PAC. Réorienter, c'est-à-dire essayer de changer de modèle. Donc, 3 points avaient été mis en avant. Un, une redistribution des aides différentes au niveau de l'agriculture, redistribution qui permette entre les pays, mais aussi entre les agriculteurs, qu'il y ait une meilleure harmonisation et qu'on sorte de l'injustice qui fait que 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce qu'il a appelé le verdissement de la PAC, c'est-à-dire rendre l'agriculture plus agronomique. Je crois que le terme est mieux que verdissement, qui ne veut pas dire grand-chose. Malheureusement, ça c'est donc le deuxième point. On verra tout à l'heure quels sont les obstacles qui sont liés à ça. Mais en gros, l'idée, c'était de remettre en avant la rotation des cultures, l'autonomie en protéines végétales. Bref, avoir une agriculture qui consomme moins d'intrants, moins évidemment de pesticides, moins d'engrais, et qui soit beaucoup plus en harmonie entre l'élevage et les productions végétales. Et le troisième objectif de sa réforme, c'était de renforcer
ce qu'on appelle dans le jargon de la PAC le deuxième pilier, c'est-à-dire tout ce qui est vers le développement rural, pour que ce développement rural et que les finances pour le développement rural servent beaucoup plus les projets locaux, les projets qui permettent de faire vivre les territoires au-delà de l'agriculture avec l'ensemble des activités du monde rural. Donc ça, c'était les 3 objectifs qui ont été dans les documents qui ont été portés par le commissaire européen. Alors, depuis un an après, où on en est Où on en est, c'est-à-dire que maintenant, ce document est débattu à la fois au Parlement européen, mais aussi au Conseil. Le Conseil, c'est l'ensemble des ministres d'agriculture des 27 et maintenant des 28 pays, puisque la Croatie vient de rejoindre l'Union européenne officiellement. Donc cette proposition est débattue d'abord entre les ministres et en parallèle au niveau de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée européenne. Ça y est, ça commence à couaquer. Donc on est dans cette situation de discussion, chacun avance. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on se rend compte, et les documents ne sont pas encore sortis, puisque nous avons amendé ce texte, donc c'est un débat à l'intérieur du Parlement européen. La Commission de l'agriculture du Parlement européen va voter fin janvier ces amendements par rapport au texte proposé par la Commission, et le Conseil des ministres de l'Agriculture va faire pareil. Et une fois que le Conseil et le Parlement européen auront mis chacun de leur côté leur position, il va y avoir ce qu'on appelle en jargon européen un trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Et là, on verra ce qu'il en est. Donc, jusqu'à la fin janvier, on est dans le débat. Il y aura des votes au Parlement et au Conseil, et ensuite, entre janvier et mars, commencera une période de discussion, et là, on saura dire où on en est. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que ce soit sur la répartition des aides entre pays, un certain nombre de pays, je dirais la France, les pays de l'Ouest, ne veulent pas qu'on renforce, qu'on remonte les aides qui vont à l'agriculture dans un certain nombre de pays de l'Est. Et on a une très grande différence. La plus grosse différence, c'est notamment avec les pays baltes, où là, les sommes d'argent versées aux agriculteurs sont 40-50% inférieurs aux agriculteurs de l'Ouest. Donc là, on a une très grande différence entre les 15 pays de l'Ouest et les 12 pays de l'Est. Ça, c'est un premier problème. Bataille pour essayer de changer la distribution des aides, pour sortir de ce qu'on appelle les aides historiques, qui étaient réparties en fonction de ce qui était produit. Donc, si on faisait des productions très intensives ou très gaspilleuses d'intrants, je pense par exemple à du maïs irrigué, eh bien, 1 hectare de maïs irrigué, quand ces aides ont été mises en place, touchait 10 fois plus d'aides qu'1 hectare d'herbe de prairie. Et donc là, évidemment, c'est quelque chose qui orientait un certain modèle agricole. Aujourd'hui, on voit bien, que ce soit au Parlement ou au Conseil, un certain nombre de pays ne veulent pas remettre en cause de manière radicale cette façon de distribuer les aides. Pareil, entre les agriculteurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de réticences, à la fois pour plafonner les aides, c'est-à-dire pour dire qu'au-dessus d'un certain niveau, eh bien, l'agriculteur doit être limité, quelle que soit la taille de son exploitation, on limite le niveau des aides. Ça, c'est aujourd'hui une très grande bataille qu'on est en train de mener pour arriver à avoir un vrai plafonnement des aides. Et ensuite, une autre bataille pour faire en sorte que les plus petites exploitations aient une aide qui puisse être supérieure à l'aide moyenne. Grosso modo, par exemple, pour la France, ça veut dire très concrètement, il faudrait limiter les aides à un niveau de 100 000 euros par exploitation et que les 50 premiers hectares, c'est-à-dire en dessous de la moyenne nationale d'aide, on puisse avoir une prime à l'hectare qui soit le double de ce qui est au-dessus afin de permettre le redéveloppement de la polyculture élevage et de l'élevage, notamment dans des zones de montagne ou dans des zones herbagères. C'est à cette condition-là qu'on pourra réorienter. Donc ça, c'est un premier élément. Sur ce qui est le verdissement, donc rendre la PAC plus agronomique, là, on a aujourd'hui des blocages, puisque beaucoup de pays et un certain nombre de parlementaires, que je dirais conservateurs en termes de politique agricole, donc c'est pas simplement conservateur politique, parce que ça va aussi bien à droite qu'à gauche, on trouve dans les deux camps
ce conservatisme productiviste de la même manière. Là, on a un vrai souci, c'est qu'ils ne veulent pas véritablement que ce soit contraignant. Donc ils aimeraient que les propositions alternatives agronomiques soient en fait un choix à la carte que chaque pays pourrait choisir et les agriculteurs choisir à l'intérieur, qu'il n'y ait pas d'obligation. Et ça, évidemment, ça pose un problème, parce que si on n'a pas, de manière très claire, un schéma qui oblige à cette reconversion, eh bien, rien ne sera changé. Or, les aides vertes, dans le cadre de cette nouvelle PAC, représenteraient 30% de l'enveloppe que chaque agriculteur toucherait. Donc là, on voit bien qu'on a un autre problème, qui est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de réticences sur cette modification des pratiques agricoles. On a moins de problèmes sur le troisième élément que j'avais évoqué au départ, qui est celui du développement rural, parce que là, a priori, les choix qui pourraient être faits vers le local sont suivis par beaucoup de pays. Reste que ces politiques de développement rural, en général, sont des politiques qui sont cofinancées, c'est-à-dire que chaque fois que l'Union européenne met 1 euro, eh bien le pays met aussi 1 euro. Donc là, on verra avec la crise qu'on peut aussi avoir des soucis. C'est-à-dire que tant qu'on est en situation de crise, certains pays ne vont pas faire le choix du développement rural en décidant de garder leur argent, ce qui fait que cette enveloppe pourrait ne pas être utilisée dans sa totalité pour revitaliser le milieu rural avec des circuits courts, avec une économie relocalisée. Donc voilà un peu les enjeux, voilà un peu les rapports de force, mais aujourd'hui, grâce à la mobilisation des citoyens, d'un certain nombre d'organisations agricoles, je pense à Via Campesina Europe, je pense aux associations environnementales qui se sont regroupées au niveau européen dans un collectif qui s'appelle ARC, on est en train d'essayer de créer ce rapport de force par rapport à la fois aux conservateurs et aux pays qui préféraient réduire le budget global de la PAC plutôt que de soutenir une alternative à l'agriculture productiviste dans laquelle on est. Donc on voit combien les citoyens peuvent aussi peser sur cette politique agricole commune avec ces associations. Vous réclamez avec combativité un changement de cap pour la politique agricole commune et vous avez effectivement soulevé un certain nombre d'inquiétudes, mais qu'en est-il au niveau des relations internationales, du commerce, de la commercialisation internationale, notamment avec les pays émergents et peut-être plus particulièrement avec les pays du Maghreb ? Alors là, c'est un autre volet parce que effectivement, la politique agricole, c'est pas simplement des soutiens aux agriculteurs, c'est aussi tout un aspect, on va dire marchand. C'est comment on organise les volumes produits et les prix. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, donc dans la négociation de l'OCM unique, l'organisation commune de marché, qui devrait permettre de pouvoir mieux faire en sorte que l'offre et la demande soient en adéquation et qu'on ne se retrouve pas avec des fluctuations de volume ou des fluctuations de prix. Et là, évidemment, ça rentre directement en lien avec la question du marché international. On s'aperçoit actuellement que certains secteurs céréaliers notamment poussent évidemment à l'extension des marchés à l'extérieur. Et on l'a vu dernièrement dans un accord de libre-échange qui vient d'être finalisé malheureusement entre le Maroc et l'Union européenne, que cet accord qui permet à quelques gros agro-industriels qui ont leur siège en France ou en Europe, mais qui produisent en Europe au Maroc de pouvoir exporter sur l'Europe des tomates au détriment de la production européenne de tomates. Alors si ça permettait aux petits producteurs marocains de vivre, on se dirait malgré tout on peut avoir un équilibre, sauf que c'est pas le cas. Ce sont des grandes compagnies qui sont basées, une à Perpignan et autre à Château-Renard, qui détiennent plus de 60% de ce marché. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec les petits producteurs. Mais dans cet accord, la contrepartie que le Maroc a donnée à l'Union européenne, c'est l'ouverture du marché des céréales, une augmentation des exportations européennes de céréales, de viande, de produits laitiers. Or, on se rend compte que ce qui vient de se passer avec le Maroc, on a essayé de s'y opposer, on a été mis en minorité dans un vote au Parlement européen, mais pour la première fois, vraiment, le débat a eu lieu. On se rend compte que ça, on le voit avec de plus en plus de pays dans des accords de libre-échange avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique, avec le Maghreb, et que ces accords, eh bien, en fait, pénalisent
les agricultures du Sud et ne leur permettent pas de se développer puisqu'en fait ils deviennent des marchés captifs ou alors on les spécialise dans certaines monocultures. Et par exemple, on vient de découvrir ces jours-ci qu'un nouvel accord sur des tarifs d'importation de poulets en découpé viennent d'être signé entre l'Union européenne et le Brésil et l'Union européenne et la Thaïlande, qui va augmenter les importations de poulets, une partie qui viennent des anciennes entreprises de Doux que Doux avait revendues, qui vont revenir à l'intérieur de l'Europe au moment où on est en crise dans le modèle de production de volailles européen. Et donc on voit qu'aujourd'hui, tous les marchés se déstabilisent, et au sud et au nord, uniquement dans une logique en fait d'extension des marchés, mais sans que ça satisfasse les populations. On avait vu ça avec le Cameroun, avec les exportations de poulets de Doux justement sur le Cameroun, de poulets congelés, sans mobilisation des citoyens camerounais. Aujourd'hui, la production de poulets n'existerait plus dans ce pays au Cameroun. Grâce à la mobilisation, en 4 ans, on est passé de plusieurs milliers de tonnes à 0 kg exportés vers le Cameroun. Donc là, on voit que les choses peuvent bouger. Mais ça nécessite à la fois d'être mobilisé sur nos territoires, mais aussi dans les pays sud. Comme malheureusement, souvent, ces pays sont contraints dans le cadre d'accords avec le FMI ou la Banque mondiale, ils n'osent pas mettre en place des barrières douanières au niveau auquel ils seraient même autorisés dans le cadre de l'OMC, de peur de fâcher les bailleurs de fonds. Et là, on a un problème, notamment par exemple avec l'Afrique de l'Ouest actuellement, où l'Afrique de l'Ouest a des barrières trop faibles pour pouvoir permettre à son agriculture de se développer. José Bové, vous venez de nous expliquer combien effectivement la mobilisation citoyenne était importante. C'est ce que nous tentons aussi de faire à travers des discussions, des réflexions, des forums, des ateliers au sein des écodialogues. Donc vous serez absent, mais vous venez de nous ouvrir de nombreux champs de discussion et d'échanges possibles certainement après cette petite interview. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc de bonnes journées combatives et combattantes à Notre-Dame-des-Landes et vous apporter sans aucun doute le soutien de l'ensemble des écodialoguistes du Vigan. Merci beaucoup. Merci et j'espère pouvoir revenir quand même pour un débat sur la PAC une fois que cette discussion sera terminée, peut-être après le mois de janvier, on y verra plus clair et ça peut être aussi une façon pour les citoyens de se mobiliser parce que tant que rien n'est signé en totalité, tout est encore possible, donc je ne désespère pas et seuls les combats qu'on n'a pas commencés sont perdus d'avance. Merci beaucoup.